Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence du e-salon de l'immobilier. Alors ce matin, on va aborder un sujet très concret qui est le parcours de l'acquéreur d'un logement neuf, parce que l'idée, on sait que le neuf c'est un type de bien qui est très recherché, mais voilà, l'idée c'est de savoir comment faire. Moi je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef pour PAP. Et pour parler du parcours de l'acquéreur, nous avons avec nous des promoteurs chevronnés qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts. Alors nous avons d'abord Bérangère Amand, qui est directrice commerciale Île-de-France du groupe Arc, c'est ça Bérangère? Tout à fait. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Ludovic Loisel, qui est directeur commercial Île-de-France pour Réalité. Bonjour Ludovic. Bonjour Pierre, merci aussi pour l'invitation et bonjour Bérangère. Bonjour. Merci. Donc, les bonnes raisons d'acheter dans le neuf, en quelques points. Qu'est-ce que vous ressortiriez des principaux atouts d'un logement neuf, Bérangère? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Déjà, il y a le confort de vie, puisqu'on est quand même sur les dernières normes en termes d'isolation phonique et thermique qu'on peut retrouver au niveau des consommations d'énergie pour le client. Donc, moins de frais au niveau des consommations, meilleure maîtrise aussi. Aussi, on peut avoir beaucoup plus de choix au niveau du panel de logement, puisque on sait très bien que la VFA, c'est en amont. Oui. Et on peut avoir le choix d'un appartement dernier étage avec terrasse, un rez-de-chaussée en fonction du profil de chacun. D'accord. Mais on a aussi des avantages au niveau financier, puisqu'on a des frais de notaire réduits, on peut avoir une exonération de taxes foncières partielle ou totale en fonction de certaines communes. Et c'est déjà pas négligeable par rapport à l'ancien. Il y a des aides financières et des garanties. Le prêt à taux zéro voilà, également, vous avez des garanties. Voilà. Ce sont des sujets qu'on va aborder au fil de la conférence. Alors, Ludovic, donc, il y a beaucoup d'atouts dans le logement neuf. Après, pour acheter, comment est-ce qu'on définit ses besoins? Comment est-ce qu'on va se projeter? Voilà, j'ai décidé d'acheter dans le neuf, comment je fais? Écoutez, vous prenez rendez-vous avec un de nos conseillers. Ça, c'est vraiment la première étape à faire quand on a envie de se lancer dans un projet immobilier. On prend rendez-vous donc avec un conseiller patrimonial ou un conseiller commercial. Et à ce moment, il va se faire ce qu'on appelle chez nous une découverte client, où on va poser beaucoup de questions pour justement définir les besoins du client. D'accord. Donc on va essayer de comprendre ses besoins qu'il va définir, tout ça pour l'orienter vers le secteur et vers le bien qui va lui convenir. Donc c'est une approche sur mesure où vous allez analyser toute la situation du client pour ensuite lui faire une proposition par rapport à votre panel d'offres. Je veux une maison, je veux un dernier étage, ce que vous nous disiez Bérangère. Oui, après il y a la typologie, la surface, il y a aussi l'environnement. La validation du terrain, il y a pas mal de choses. On doit mettre en cohérence avec son budget, en fait. Et justement, à propos de budget, est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? On entend beaucoup dire que c'est compliqué d'obtenir un crédit aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez aider vos acquéreurs à obtenir le financement? Qu'est-ce qu'il faut bien vérifier avant de se lancer? Alors, je pense que déjà, il faut aller voir sa banque. C'est un point très important pour valider en amont le financement, si on peut. Ensuite, faut réagir en bon père de famille, j'ai envie de dire, c'est-à-dire épargner, ne pas être à découvert, avoir le profil idéal aussi, c'est en général d'être en CDI. Et le promoteur peut aussi mettre en relation avec un courtier. Nous, au sein du groupe Arc, on met en relation avec un courtier, mais on n'a pas de plateforme dédiée pour le courtage. Mais donc, vous facilitez les choses. Et vous, Ludovic, aussi, vous pouvez mettre en relation avec un courtier. Vous avez une approche particulière sur le financement? Nous, on essaie d'avoir une approche particulière parce qu'on a profité du confinement pour passer notre formation en tant qu'IOBSP, c'est intermédiaire d'opérations bancaires et de services de paiement. Ça veut dire que là, on a la possibilité et le droit de demander aux clients de voir ses relevés de compte, ses salaires et son épargne. Ce qui nous permet donc, comme vous le disiez à juste titre, c'est de faire une préétude du dossier financier du prospect. Tout ça pour l'aider, pour l'orienter, pour commencer à monter déjà son prêt immobilier. Oui, pardonnez-moi de vous attendre, mais c'est aussi l'occasion de voir si c'est possible ou pas. Exactement, ça va être l'occasion de voir si c'est possible.
peut-être à cet instant T, non, ou quand ça sera possible. Mais en tout cas, on va lui apporter un maximum de solutions et on va lui apporter en fait une vision toujours pour le projeter dans son projet et commencer à regarder un planning où il pourra y parvenir. D'accord. Mais comme le disait à juste titre Bérangère, ce qui compte, c'est oui réfléchir en bon père de famille, mais avoir une stabilité professionnelle et une stabilité financière, surtout de nos jours, pour que les banques nous suivent. Oui, parce que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour avoir des financements. Donc, il faut vraiment mettre tous les voyants au vert et avoir le bon profil. Comme vous disiez, pas de découvert, un peu d'apport personnel. En général, aujourd'hui, alors si c'est pour une résidence principale, on demande 10% à peu près en apport personnel. Après, si c'est un profil investisseur, on peut éventuellement ne pas mettre d'apport, mais encore une fois, ça dépend de l'endettement. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas dépasser 33, voire 30 parfois, j'ai envie de dire, et que les banques sont beaucoup plus exigeantes aujourd'hui par rapport à avant. Donc il faut vraiment bien se préparer. Oui. Alors, quand on achète un logement neuf, comme un logement ancien, comme tous les projets immobiliers, ce qu'on entend, c'est l'important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ça devient un peu, comment dire, presque caricatural, pour une forme de boutade. Mais en fait, c'est super important, l'emplacement, Bérangère. C'est le premier critère, j'ai envie de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, l'emplacement, c'est relatif en fonction de chaque profil. Un emplacement pour moi va être peut-être intéressant et pour vous ne va pas l'être en fait. Donc c'est vraiment en fonction de chaque profil, mais l'emplacement, c'est surtout la proximité par rapport au transport en fait. Que ce soit une gare, un tram, un métro, un bus, même pour la plus-value en termes de revente, c'est une valeur ajoutée. Et il faut s'informer sur le marché immobilier, savoir comment ça va se revendre, qu'est-ce qu'il faut vérifier sur ce point-là. En fait. L'emplacement, c'est très important parce qu'il faut toujours avoir en tête la revente future, que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif. Comme le dit Bérangère, l'emplacement, on va le définir par rapport aux besoins. S'il y a des besoins pour se rapprocher, en fait, une recherche pour se rapprocher de son lieu de travail, ou alors une recherche pour se rapprocher de commerce ou de services ou d'école, il va falloir prendre ça en compte. Ensuite, là on parle de la résidence principale, si on parle après de l'investissement locatif, il va falloir regarder aussi la vacance locative dans la ville où on a choisi d'investir, qui nous donnera un peu la température sur la véracité de la location. Et dans les deux cas, que ce soit en investissement ou en résidence principale, il faut aussi regarder les projets à court et long terme au niveau des transports de la ville, mais au niveau aussi des projets urbains de la ville, toujours pour avoir en ligne de mire une revente future et une potentielle plus-value. C'est important parce que... Non, mais je vous en prie. Mais on a des zones qui sont en développement urbain et qui peuvent être très intéressantes en termes de plus-value aussi pour la revente. C'est vrai qu'avec un nouveau quartier, on va avoir un environnement complètement renouvelé. On a des zones en rue, comme on dit, avec des TVA réduites. Donc ça peut être, si on n'a pas forcément un budget, enfin, ça peut être aussi des marchés de report. Pour la revente derrière. Enfin voilà, c'est toujours une question de budget, mais on peut analyser des zones et des villes où il y a un potentiel développement. Je pense. Ça garantira la plus-value et surtout une certaine tranquillité au niveau de la revente. Ludovic, en 3 ou 4 points clés en matière du logement, quand on choisit le logement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui est vraiment important pour un acquéreur? Pour un acquéreur, ce qui va être vraiment important, c'est la ville. Ça va être le quartier, ça va être l'emplacement dans la ville, ça va être la résidence, ce qui va entourer l'environnement proche aussi de la résidence, selon les besoins qu'on aura définis au rendez-vous de découverte. Et aussi l'appartement qu'il va choisir, c'est l'optimisation des volumes intérieurs, de la surface, de la répartition des pièces, de l'étage, de l'ensoleillement. Voilà, c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Et on parle beaucoup des demandes d'espace extérieur aujourd'hui. C'est une réalité. On vous demande des balcons, des terrasses, des jardins. Moi, personnellement, j'ai constaté après le premier confinement qu'il y avait beaucoup plus de ventes d'appartements avec des extérieurs. Et aujourd'hui, on réfléchit, toutes les cellules en amont sont pensées avec des extérieurs et pas des balcons d'1 mètre carré, mais plus des terrasses et des maisons. D'accord. Et les promoteurs arrivent encore à faire des maisons, même si les terrains sont compliqués.
nous, on en fait. Après, c'est pas dans Paris, mais c'est un peu plus loin. On s'éloigne, mais et ça nous arrive d'en faire. Là, on a un projet à Carrières où on lance 20 maisons avec un collectif. D'accord. Et donc, on a choisi l'emplacement, le logement. Maintenant, il faut acheter. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Oui, forcément. Ça se forcément, passe très mais il y bien. a quand même des formalités. Bien sûr, il y a une formalité, c'est ce qu'on appelle, donc, quand on a défini et quand nous avons choisi l'appartement, donc, on rentre dans la signature d'un contrat de réservation. Donc c'est un contrat sous seing privé qui se passe entre le vendeur et l'acquéreur. Ce contrat rassemble en fait toutes les pièces telles que l'avant-projet, telles que la notice descriptive, l'état des risques naturels technologiques, un plan de masse, un plan de l'appartement, un plan de situation aussi dans le programme. Donc on signe, donc c'est comme je le redis, un accord sur seing privé qui permet en fait au promoteur donc de réserver cet appartement pour l'acquéreur. D'accord. Et tout ça est validé donc par le versement d'un dépôt de garantie donc sur un compte séquestre chez le notaire. Tout ça pour préparer le futur projet d'acte. Et après, donc, il y a un acte définitif chez le notaire. Exactement. Alors, le déroulement, après donc, le contrat de réservation, on rentre là dans la phase du financement où le client doit prendre rendez-vous avec sa banque, lui déposer le dossier de réservation pour que la banque puisse lui faire une simulation et monter ses offres de prêt. Une fois les offres de prêt obtenues, là, elles sont transférées donc, chez le notaire qui, lui, va monter le projet d'acte. D'accord. Il a quand même un droit de rétractation aussi. Oui, c'est... Quand même. Oui. 10 jours. C'est important de dire. 10 jours, c'est ça. 10 jours, oui. Oui, et il y a des garanties quand on achète dans le neuf. C'est pour l'acquéreur. Il y en a, oui. Principalement avant l'avant-contrat. Au moment de l'avant-contrat, on a la GFA, donc la garantie financière d'achèvement, qui permet en fait, en cas de défaillance du promoteur, de terminer en fait l'achèvement de l'immeuble. En fait, ça, c'est un assureur qui prend le relais, qui trouve les entreprises. Alors, c'est une garantie extrinsèque, il me semble, depuis 2015. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un organisme bancaire qui doit le fournir. D'accord, donc c'est une sécurité supplémentaire et c'est plus sur les fonds propres du promoteur. Exactement. D'accord. Et bon, on a signé, on a les garanties, le chantier avance, comment on paye? Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fait. Si on revient sur cette question, c'est vrai que Bérangère l'a souligné tout à l'heure, il faut voir aussi que pendant tout le parcours client, du contrat de réservation jusqu'à l'obtention des offres de prêt, il y a le délai de rétractation de 10 jours, mais aussi, passé ce délai, on a les 45 jours de conditions suspensives d'obtention de crédit qui protègent l'acquéreur au cas où il n'y aurait pas son offre de prêt. Dans ces cas-là, le contrat de réservation devient caduc et on rembourse bien sûr à l'acquéreur son dépôt de garantie. Donc, il faut aussi souligner le fait que le client est toujours protégé tout au long du parcours. Oui. Ensuite, par rapport au règlement, une fois que nous avons signé l'acte, donc à l'intérieur de l'acte, il va y avoir donc tout ce qui a été signé au niveau de l'avant-contrat, du contrat de réservation, et on va y joindre donc un échéancier validé qui va permettre en fait d'échelonner les paiements par rapport à chaque phase du chantier, plus bien le règlement de copropriété après. D'accord. Donc on a toutes les informations et on paye au fur et à mesure, le crédit s'adapte. Oui, alors vous avez l'acte authentique. En fait, concrètement, le client est propriétaire mais n'en a pas la jouissance puisque en VFA, c'est en fonction de l'évolution de la construction. Il y a des déblocages de fonds qui se font par une attestation architecte. Et après, il y a une fois que l'immeuble est livré, en fait, il y a la livraison et après, le client a les clés. Et justement, comment ça se passe, la livraison? On fait le tour de propriétaire pour voir si tout a été bien fait, Oui, alors il y a le jour de la livraison, et donc il faut un chèque de banque de 5%. D'accord, et là on a fini de payer quand c'est comme ça. On a fini de payer et il y a un PV de livraison qui est fait. D'accord. Pour noter toutes les réserves, au cas où s'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des fissures, si le carrelage est fissuré aussi. Si tout a été fait conformément à ce qui était prévu au contrat. Voilà. Bon, après, il y a quand même une visite cloison qui se fait en général 6 mois avant. D'accord. Pour visualiser si c'est bien conforme au plan et au logement, parce que parfois on peut avoir des surprises, ça arrive. Pas souvent, mais ça peut. Et voilà, après, il y a un PV de livraison qui est fait, qui garantit aussi l'acquéreur, et il a 1 mois pour relever en fait tout ce qui ne va pas au niveau du bien.
Et il y a d'autres garanties après la livraison? On parle souvent des 3 garanties légales. Oui, bien sûr. Alors, je compléterai ce qu'a dit Bérangère. Ce qui est important aussi, c'est à la livraison, donc on fait le tour du propriétaire, clairement. Ouais. Mais il faut savoir que dans le neuf, l'intérêt, comme Bérangère l'a dit au départ, c'est que le client a la possibilité d'optimiser et de personnaliser son logement. Oui. Donc à ce moment et pendant tout le parcours client, il va être tenu informé donc des événements de toute la construction, donc par le biais en fait d'un compte créé chez chaque promoteur où il recevra en fait des photos au niveau des grands moments en fait de construction par rapport à son échéancier. Ensuite, il va aussi être appelé pour faire les choix. 8 mois, entre 8 mois et 8 mois et 12 mois avant la livraison. Donc il va pouvoir choisir son carrelage, son ambiance, ses revêtements de sol. Et la livraison va permettre en fait de faire le tour du propriétaire et de voir si tout a été bien pris en compte, si tout est bien mis en place dans son appartement. Ensuite vont rentrer en ligne de compte les fameuses 3 garanties qu'on a dans le neuf, qui est la garantie de parfait achèvement d'1 an, Oui. la garantie biennale qui va couvrir 2 ans supplémentaires les équipements du logement, et une garantie, ce qu'on appelle la décennale, la dommage ouvrage, qui lui est pris par le promoteur et qui garantit donc la construction dans son ensemble. Oui, le gros œuvre, la toiture. D'accord. Voilà. Pendant la première garantie qui est le parfait achèvement, qui dure 1 an, ça c'est une garantie prise par le promoteur par le biais des entreprises qui ont construit le bâtiment, et l'entreprise est tenue d'intervenir pour n'importe quel dégât apparent occasionné hors des usages normaux. Donc sur une période d'1 an. Ensuite, la biennale va prendre le pas sur la garantie entreprise et va durer 2 ans et va couvrir les équipements intérieurs du logement. Ok. Bon, c'est un achat qui est quand même très sécurisé. Une fois que c'est livré, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous aidez l'acquéreur? Il y a des questions de copropriété, de mise en route du logement. Votre mission continue à ce moment-là? En tant que promoteur, effectivement, puisqu'on est censé effectuer la première assemblée générale. Donc on nomme un syndic qui effectue la première AG et qui constitue en fait les membres du conseil syndical. Mais le promoteur peut aussi être syndic provisoire, c'est possible. D'accord. Et il y a une aide à la mise en route du logement, une sorte de mode d'emploi du logement neuf. Enfin, vous êtes présent, j'imagine, vous avez un service après-vente. Alors oui, bien sûr, on est présent. Il y a bien sûr la chargée de clientèle qui est chargé en fait de suivre le client à nos côtés, mais vraiment par rapport au choix, qui va être là pour la livraison. Mais nous aussi, nous sommes là pour accompagner le client à la livraison. Nous faisons le tour de l'appartement avec lui. Il y a, comme le disait Bérangère, il y a le syndic qui est nommé, donc c'est un syndic provisoire qui est là pour une 12aine de mois et qui est chargé aussi de réceptionner au moment de la livraison tout ce qui est partie commune et installation commune. C'est très important de le souligner parce que c'est lui qui va être en charge après d'administrer la résidence. Le syndic de copro, il est là pour qu'on nomme et qu'on signe et avec qui on s'engage par rapport au règlement de copropriété, est vraiment là pour donner les règles de fonctionnement et les droits et les devoirs de chaque copropriétaire. Comme dans une copropriété classique, en fait. Exactement. Donc après, il est chargé d'administrer, de s'occuper du nettoyage et de la maintenance des équipements. Et nous accompagnons le client jusqu'à la livraison, mais après, avec le suivi qu'il peut y avoir, si des désordres sont signalés, on le suit. Mais notre relation ne s'arrête pas là, parce qu'un client qui a acheté chez nous ou dans le neuf la première fois peut avoir envie de refaire un autre projet. Et dans ces cas-là, s'il a été satisfait de la relation qu'il y a eu entre nous et lui, il reviendra assez naturellement nous revoir pour savoir qu'est-ce que nous pouvons lui proposer et le suivre dans un nouveau projet. C'est ça, l'idée en fait, c'est la confiance pour le coup d'après, c'est d'instaurer une sorte de fidélisation. Fidélisation au niveau commercial et tout au long du parcours client en fait, parce qu'un client satisfait revient forcément chez le promoteur en général, c'est indéniable. On note plus les mauvaises expériences, donc oui, mais en fait, non, mais il faut quand même être objectif. Il n'y a pas de risque zéro, mais la plupart du temps, ça se passe bien.
La plupart du temps, oui. Après, on peut avoir des sujets de décalage de livraison. Oui, on l'a vu au printemps dernier. Voilà, il peut y avoir des insatisfactions en fonction de chaque client. C'est pas le même profil à chaque fois. Bérangère, un dernier conseil si vous voulez donner un conseil à quelqu'un qui veut acheter dans le neuf. Je leur conseillerais de s'entourer d'un professionnel qui saura écouter leurs besoins tout au long du projet. La relation de confiance. Tout à fait. Et Ludovic, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut acheter dans le neuf? Si j'ai un conseil à donner à l'heure où on parle, c'est que par rapport au durcissement d'obtention de crédit par rapport aux banques, c'est vraiment le moment de concrétiser le projet ou de se lancer dans le projet immobilier qu'on a envie de voir aboutir. Parce que donc au niveau de la banque, au niveau de la Banque de France et du Haut Conseil de stabilité financière, on a vu qu'ils avaient durci en fait le taux d'endettement, qu'ils l'avaient limité à 33%. Et sur 25 ans, ils se sont aperçus que ça donnait beaucoup de refus de crédit, surtout pour les ménages les plus modestes. En 2020, fin 2020, ils ont commencé à assouplir et à remonter le taux d'endettement à 35% et à augmenter la durée de crédit sur 27 ans. Donc, ce qui a permis en fait de réaugmenter le taux d'usure et de permettre à certains ménages à revenus modestes de pouvoir avoir accès à la propriété. Et c'est notre premier souhait, c'est de donner accès à la propriété à tout le monde. Donc, mon conseil, c'est que l'information que j'ai eue dernièrement, c'est que le 27 janvier, la Banque de France a refait un communiqué aux banques, comme quoi pour cet été, ils allaient aussi calculer, pas assouplir, mais calculer, remettre dans le calcul du taux d'endettement le coût de l'assurance, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça le conseil, foncez dans votre projet. Merci à tous les deux. Merci pour vos précieuses informations. Merci Bérangère. Merci.